Bien, bonjour. Je vais vous présenter plusieurs projets aujourd'hui, dont bien sûr le Club Orange de Lyon. Je commençais simplement par vous montrer d'abord quelques images assez rapides, je ne vais pas m'y attarder, mais qui sont des très vieux projets, hein, il y a 10 ans à peu près, mais qui sont dans les thématiques récurrentes finalement qu'on trouve dans nos projets. Il y en a une qui s'appelle The Struggler, et c'est un projet d'habitat modulable, mais avec le mouvement du corps. C'est l'idée de comment travailler avec le mouvement d'un corps, d'un espace, et comment l'espace s'accommode de ce mouvement, et comment cet espace se modifie. Donc ça, c'était une recherche qu'on avait effectuée pour le VIA, d'un habitable modifiable. La maison H, très rapidement, simplement c'est un contexte entre la mer Méditerranée et la montagne, et c'est une maison privée qui s'inscrit dans un paysage, et l'idée qu'elle est complètement perméable avec son environnement. C'est-à-dire qu'on a l'air de la mer qui remonte le soir, l'air de la montagne qui descend la matinée, et comment cette maison, en captant ces mouvements d'air, régule son environnement propre. Pardon ? Alors, elle n'a pas été réalisée, malheureusement, mais c'est en face de Propriano, en Corse, en face de Propriano, dans le golfe corse. Mais ce sont des thèmes sur lesquels on travaille toujours parce qu'on est persuadé que les peaux deviennent de plus en plus complexes et doivent devenir de plus en plus réactives avec leur environnement. Et donc elles bougent, elles s'adaptent, elles se transforment. La librairie Florence Léwy à Paris, dans le Marais. C'est un minuscule espace, c'est un minuscule projet. Mais c'est un projet dans lequel on a commencé avec le vide, comment parler de plein et de vide. C'est comment un espace, là on parle de 40 mètres carrés, et on a imaginé comment un passant, un promeneur, en voulant rentrer dans cet espace, finalement, avec ses mouvements, forme des vides, forme des courants, et les volumes résultants sont le résultat de ces mouvements. Donc on a créé des espaces par négation, mais en même temps, la particularité de ces espaces, c'est qu'ils ont une très grande correspondance entre eux, parce que finalement, ils sont issus d'une même matrice. Ils se répondent. Il y a des espaces creux. Les logements Hérold, je vais y passer très rapidement, parce que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais qui est très proche donc, de la librairie Hérold. Et c'est quand même atypique à Paris de pouvoir réaliser un projet qui n'a pas à respecter un gabarit de façade haussmannienne. C'est un terrain libre. Et on a pu réaliser ce projet justement en créant des vides. Il s'agit de 100 logements, en créant des interstices entre 3 volumes. Ces interstices permettent d'amener de la lumière, de l'air, de respecter l'implantation des arbres. Et en même temps, c'est un bâtiment, c'est un ensemble. Donc je voulais simplement le montrer parce qu'ici, il y a une relation au vide et à l'espace urbain qui est derrière avec les HPM qui est assez forte. Voilà, je commence avec Dock en Seine. Donc Dock en Seine qui est sur les bords de la Seine, juste au niveau de la gare d'Austerlitz. C'est un bâtiment industriel construit en 1907, qui est un bâtiment d'infrastructure qui servait à acheminer finalement les transports, les marchandises qui étaient acheminées par voie fluviale et les amener jusqu'à la gare d'Austerlitz. Là, on voit des anciennes photos de construction. Donc, j'adore cette photo parce qu'elle est très anachronique. On voit un chantier en construction, un chantier finalement infini, parce que cette structure, on peut tout à fait imaginer qu'elle se prolonge. En même temps, on a le vieux Paris, on a les berges qui descendent à la Seine. Ce n'est pas le phénomène de quai. Et d'ailleurs, ces bâtiments étaient beaucoup plus importants et au fur et à mesure, ils ont été raccourcis. Donc, on est au tout début du XXe siècle. On a le pont du métro, le petit plan. Et donc, on voit bien ici sur ce plan, cette vue aérienne, ces grues qui déchargeaient les bateaux. Et derrière, vous avez la gare d'Austerlitz qui ensuite permettait d'assurer le transport ferroviaire. Encore des photos anciennes. Voilà le bâtiment dans les années à peu près 2000. Donc, un concours a été lancé parce que ce bâtiment était prévu d'être démoli. Et certaines personnes ont posé des questions, dont les ABF, en demandant s'il n'était quand même pas intéressant de reconsidérer ce bâtiment et de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc un concours a été lancé, mais sans dessin fini. Enfin, soit un projet intéressant pouvait convaincre, soit on réalisait ce projet de le transformer dans un jardin, dans un espace paysager au bord du fleuve.
Ce qui nous intéressait ici, c'est vraiment la notion d'une infrastructure au bord du fleuve, un bâtiment avec une structure très régulière, très tramée. Et comment on la transformant, enfin, en gardant ses qualités, donc d'un bâtiment épais, un bâtiment industriel, mais arriver à la magnifier et à la mettre dans l'infrastructure d'aujourd'hui. Finalement, de rajouter quelque chose, qu'on l'a rajouté avec un exosquelette qui est notre plug over, et qui permettent d'intensifier les flux. Là, on parlait avant de flux fluvial, il y avait le transport ferroviaire, et là, maintenant, on intègre finalement la notion plutôt piétonne, urbaine. C'est un bâtiment qui est situé entre, j'avais une photo, une grande photo, c'est un bâtiment qui est entre Paris, centre, et tous les quartiers qui se développent vers rive gauche. On voit la grande bibliothèque en bas de l'image. Et ça paraissait comme un moment, un petit peu comme un curseur. Comment ce bâtiment pouvait accélérer ces moments entre le vieux centre et les développements futurs. Et aussi, je vous montrerai tout à l'heure une ou deux images, comment ce bâtiment peut aussi se raccorder vers le 13e arrondissement, vers l'intérieur des terres. Parce qu'il ne faut pas non simplement raisonner rive, mais comment de l'intérieur de la ville, on arrive à accéder sur les rives. Je reviens. Donc là, pour quelques éléments. Donc ici, vous voyez, c'est quelque chose qui est toujours en cours, qui n'est pas encore tout à fait prévu, qui n'est pas financé. Mais ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est que donc on a les péniches, le quai, et on imagine que le toit puisse se prolonger avec une passerelle vers les quartiers du 13e arrondissement et permettre ainsi de connecter non seulement les liaisons Paris-Centre, la grande bibliothèque, mais aussi un chemin vers la Chapelle-Salpêtrière, donc vers le centre de la ville. Les plans sont très simples à l'intérieur. C'est un système de planchers, de poteaux, de poutres. Et c'est vraiment notre plug-over qu'on est venu construire par-dessus cette ossature de béton qui amène des circulations qui sont sur l'eau et non pas à l'intérieur. C'est qu'on intègre des cheminements publics depuis les quais, à travers le bâtiment, jusque sur le toit. Ici, vous voyez le système en arborescence, à partir de la trame existante, comment on crée un volume en excroissance de ce bâtiment, que vous pouvez ici voir sur le chantier, où cette ossature de métal vient se fixer sur le béton du début du XXe siècle. Marine Casimir a fait quelques photos, qui est présent ici, a fait quelques photos du bâtiment, et ces photos mettent bien en contexte, si vous regardez l'image du bas, comment on a le bâtiment sur la Seine et qui est en même temps en articulation aussi à travers de part et d'autre des rives, la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. On le voit encore ici sur cette photo. Donc on est vraiment à un moment charnière dans Paris. Les Parisiens disent que c'est un projet qui est excentré, qui est loin, mais il est vraiment à la croisée de plusieurs réseaux et je pense que ce statut va s'affirmer dans les années à venir. Donc là, c'est la passerelle vers la Chapelle-Salpêtrière. Ça, c'est une image de synthèse, hein, c'est pas réalisé. Et là, quand on est sur le toit, vue vers la chapelle. Le bâtiment avec la grande bibliothèque au fond. Le Voguéo, donc ce bâtiment qui arrive à connecter ces différents flux. Et ensuite, à l'intérieur, très simple, on respecte tout simplement le béton. Ici, l'Institut français de la mode. Comment on arrive à travailler diagonale vers le fleuve, une coursive, je vais passer, le toit. Et comment on arrive à transformer un bâtiment pour en faire aussi une grande place publique en hauteur à ciel ouvert. Avec Yann Kersalé qui a fait une intervention où l'éclairage fonctionnel du bâtiment est également une intervention artistique de Yann et qui le met vraiment en valeur en nocturne entre cette épaisseur du plug-over et l'ossature de béton conservée. Un autre projet au bord de l'eau, sur la Meuse, à Liège, un concours pour un musée d'art moderne. Où, là, vous voyez sur l'image en bas, c'est la gare construite par la Calatrava, immense gare, très belle, et un parcours, alors je ne sais pas si j'ai un petit point lumineux, qui se prolonge sur une île, et avec un bâtiment en blanc, qui est une extension. Et ce qu'on a proposé avec ce projet, c'est comment un équipement public pouvait se connecter sur une passerelle.
l'idée qu'on puisse circuler presque qu'en hauteur. On arrive depuis la gare de Liège, on descend, on prend cette passerelle piétonne et comment cette passerelle peut finalement se transformer et on traverse le musée pour continuer ensuite le parcours vers le reste de la ville de l'autre côté de la rive. Donc un musée passerelle. Bon, c'est un projet que nous n'avons pas gagné, mais cette manière d'imbriquer un flux à l'intérieur d'un équipement public est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. La médiathèque de Saint-Malo. Saint-Malo a des digues et le niveau de la ville est en dessous de la mer. On avait un projet, un concours pour réaliser une médiathèque et des cinémas entre la gare et le chemin qui mène au centre-ville avec des remparts. Et l'intervention qu'on a proposée, sachant qu'on était en dessous du niveau de la mer, était plutôt de réaliser un jardin avec du granit qui affleure avec comme un phénomène un petit peu de marée, de roche, de granit, et de construire un bâtiment en hauteur. Là, vous apercevez le clocher de la cathédrale de Saint-Malo, et de créer en même temps un vide. Donc finalement, le bâtiment abrite sous son emprise un espace public qui pourrait être inondable, puisque bon, par définition, Winnie en a parlé tout à l'heure, on peut ouvrir les digues à un moment ou à un autre. Ça nous paraissait très intéressant dans ce contexte, en plus Saint-Malo, et d'avoir ce bâtiment un petit peu comme un lien qui transite entre la gare et la vieille ville, puisse être pratiquement dans un envol, avec un jardin presque aquatique. Je viens au dock de Lyon. Donc ce territoire de la confluence, ce contexte incroyable. Quand on a commencé à faire le concours, on avait cette image. Je pense qu'on a oublié cette photo maintenant. Mais c'est quelque chose qui nous avait beaucoup impressionné. Ce paysage industriel de bâtiments, de blocs qui sont posés les uns à côté des autres, qui laissent des vides, des perspectives entre eux. Quelque chose qui est assez dur aussi, mais qui en même temps est très poétique. Donc là, vous apercevez sur une des images, on voit bien les trois arches des... Si, elles sont là. Vous avez les trois arches des Salins qui sont présents, et à droite, vous avez le bâtiment qui a été réhabilité par Villemotte. Donc un paysage assez dur, assez frontal, et en face... un paysage, alors je n'ai pas de photo des Balmes, et en face un paysage mais que vous connaissez bien, des collines des Balmes qui sont très verdoyantes, qui sont presque romantiques. Et donc on s'est posé la question comment travailler un projet qui fonctionne avec cette dualité, un site très dur, très minéral, très industriel, et en face ce paysage très vert. Et en même temps, comment faire en profiter au maximum de personnes. Et on a travaillé avec cette idée un petit peu de cône d'absorption. C'est comment arriver à faire rentrer un paysage dans un bâtiment jusqu'au cœur d'un bâtiment. Et ce que vous voyez ici sur cette petite image, c'est comment ce cône va venir créer un volume à l'intérieur et libérer plein de façades avec des vues. Donc là, vous avez les images. On a eu la chance, c'est la seule fois où on a pu gagner 2 projets un même jour. Donc c'était donc le Cube Orange et le bâtiment vert qui va accueillir le programme d'Euronews, que vous voyez ici de part et d'autre la petite image. Ici, vous voyez comment ce cube, qui est un cube très simple, on a pris un programme de bureau, une façade de 1,35 m, des hauteurs de bureau standard, comment ce cube standard, par une... Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un petit problème avec le PowerPoint, par une série d'opérations de ces petits cônes qui viennent perforer. Ouais, bon, je pense que vous imaginez, enfin, ce sont ces cônes petit à petit qui viennent impacter la surface du cube et rentrent à l'intérieur et viennent former des vides. Voilà. Donc là, on voit les petits cônes qui arrivent, qui viennent percuter la surface de ce cube, et on a la résultante. On peut voir ici avec la maquette du concours, comment on a ces cônes qui viennent créer un espace intérieur et amener la lumière à l'intérieur. Il y a un programme important avec ce projet aussi, c'était comment ce projet pouvait s'étendre sur l'eau. Donc on a imaginé ces plateformes qui sont une projection du volume intérieur du cône qui vient à l'intersection avec le plan horizontal de l'eau et qui vient créer, donc c'est comme 2 ombres qui viennent s'installer sur le fleuve et qui créent des surfaces qui pourront, j'espère, plus tard accueillir des programmes. Ces cônes
permettent beaucoup de choses. Ils permettent d'amener de la lumière à l'intérieur, de faire vivre le bâtiment toute la journée, d'offrir des surfaces de balcon, et également la circulation de l'air, qui permet une ventilation naturelle à l'intérieur du bâtiment. On avait mené des études d'aérolique justement pour avoir le mouvement du vent à l'intérieur du bâtiment et comment on pouvait l'utiliser. Donc là, j'ai le plan, je vais peut-être passer rapidement. Et ensuite, cette vue qu'on capture depuis tous les plateaux tertiaires vers la colline des Balmes, et comment elle devient extrêmement présente et importante à l'intérieur du bâtiment. Le contexte industriel avec la grue qui est conservée à côté, qui permet cette dualité avec la couleur orange minium, orange industriel. Là, on a le bleu également industriel de la grue. Et donc, le bâtiment sur le quai est réalisé, donc, qui accueille le siège cardinal à l'intérieur. Des vues intérieures. Et comment chaque plateau tertiaire, finalement, est aussi imaginé comme un immeuble de logement. On habite son lieu de travail, donc on peut sortir sur un balcon, prendre l'air, téléphoner, fumer une cigarette. On n'a pas à redescendre au bas d'un immeuble. Et la vue zénithale qui attrape le soleil toute la journée. À l'intérieur, autant ce bâtiment peut paraître assez opaque de l'extérieur, mais qu'on a à l'intérieur, cette maille est perforée à 75%. Donc en fait, elle est extrêmement légère. On peut porter les panneaux avec deux doigts. Enfin, c'est 4 mm d'aluminium, c'est perforé à 75%. Donc c'est extrêmement léger et depuis l'intérieur, extrêmement transparent. On a un rythme aléatoire, donc c'est vraiment l'idée de travailler une perméabilité maximum du bâtiment vers l'extérieur et d'être immergé dans ce paysage extérieur. Donc là, vous voyez comment on perçoit la vue des Balmes depuis la terrasse, qui peut être occupée avec cette façade qui monte et qui permet une appropriation assez fantastique. Vue de nuit. La boutique RBC qui nous a demandé de compléter, donc on a continué dans le même esprit l'aménagement de ce showroom de design. Et voilà le panorama dans ce site du quai Rambaud, où chaque bâtiment prend vraiment sa place. Et ce qui était très important, qu'on a beaucoup apprécié dans le plan d'urbanisme qui était donné par François Gretter et Michel Desvignes, c'était ce vide à respecter. Finalement, on avait autant de plein que de vide. Et cette notion de vide à conserver entre bâtiments est extrêmement importante pour après avoir un second plan et laisser une respiration entre les bâtiments. C'est quand même assez rare, on n'en a pas trop parlé, mais si vous voyez les docks de Londres, enfin beaucoup de sites qui sont aménagés, finalement, on densifie le bord de l'eau, on fait un grand front au bord de l'eau, parce que ce sont les plus belles surfaces, et derrière, on se retrouve très vite ailleurs, tandis que là, il y a une grande perméabilité, une grande porosité vers l'intérieur, et qui permet aussi à chaque bâtiment de vraiment exister. Et ce vide, il est occupé par l'espace public, on le voit, il y a beaucoup de monde le week-end, donc c'est pas un manque, c'est vraiment un espace qualitatif. Donc là, des photos de Marine Casimir encore qui montrent un petit peu ce bâtiment, comment il est perçu de l'eau et sa relation à la rivière Saône qui est créée. On est en train d'aménager le deuxième bâtiment. Euronews, le chantier vient de commencer. Donc là, c'est un bâtiment qui est un peu plus technique parce qu'il y a des studios de télé, c'est une véritable machine de travail qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais qui est un petit peu sur le même registre de deux grands cônes qui le traversent et qui permettent d'amener des espaces de respiration à l'intérieur de ces grands plateaux tertiaires. Et chaque fois, la notion de ces plateformes qui se projettent sur l'eau, qui permettront, j'espère, d'avoir un espace de convivialité, d'exposition, d'échange. Sur ce projet, on avait travaillé au moment du concours avec Fabrice Hibert. Lui, il avait l'idée de développer un hammam. Donc on était déjà dans le thème de l'eau sur ce bâtiment. Le programme de hammam ne s'adapte pas trop à une chaîne comme Euronews. Donc maintenant, il travaille avec nous sur la façade et sur la porosité de cette façade sur son paysage. Très rapidement, ça c'est un pavillon qu'on a fait temporaire pour la société Orange cet été, au bord du canal de la Villette. Et c'était un petit peu finir sur ces images qui était peut-être une manière aussi d'habiter. On pourrait très bien l'imaginer flottant sur l'eau. Donc j'imaginais, pourquoi pas, venir un espace flottant sur le fleuve qui soit extrêmement léger et temporaire, juste une structure acier, une toile qui permette de faire un abri. Voilà.